Bonjour à tout le monde. Pour parler de wallet, nous allons recevoir aujourd'hui Jonathan de la société BeSave pour nous parler d'un wallet très original. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Dans un premier temps, avant de nous parler de BeSave, peux-tu nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser au Bitcoin? Bien sûr. Alors, somme toute, j'ai un parcours assez classique dans le milieu financier. J'ai commencé par un master de mathématiques appliquées de l'Université Paris-Dauphine. J'ai un master 2 en ingénierie financière et un MBA en finance de l'ESCP Europe. À la suite de ça, j'ai travaillé pour différentes institutions financières, comme la Société Générale, comme un broker à Londres, et également dans un hedge fund. Donc, j'ai plutôt un parcours assez classique dans le milieu financier. En 2014, j'ai fait la connaissance de mes partenaires aujourd'hui qui m'ont fait découvrir le Bitcoin et le blockchain. J'ai tout de suite adhéré et de là a commencé l'aventure. Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de BeSave et puis du service que ça offre? Et tout d'abord, d'un point de vue utilisateur, comment le service est utilisé et quelle est leur vision de ce service? Bien sûr. Alors, BeSave, c'est parti d'un constat simple. C'est que le Bitcoin, c'est alors, différentes appellations possibles, digital currency, blockchain asset, digital asset, peu importe l'acronyme, mais disons que le Bitcoin, aujourd'hui, donc, c'est considéré comme de l'argent. Il y a, on va dire, une grande majorité de l'écosystème qui considère le Bitcoin comme une monnaie, pour la simple et bonne raison qu'on peut acheter des choses avec, etc. Donc on est parti du constat simple que, en tant que monnaie, le Bitcoin et l'écosystème Bitcoin devaient se doter de services financiers autour de cette monnaie. Et le premier service financier qui nous est venu à l'esprit, c'est bien évidemment le saving account, ou en français le compte épargne. Voilà, le compte épargne. Et c'est vrai que dans l'intérêt du Bitcoin en particulier, l'intérêt d'un compte épargne fait sens dans la mesure où le Bitcoin, c'est une monnaie que l'on utilise peu au quotidien, donc qui a plutôt une nature de on va dire, de savings. Et par conséquent, toucher des intérêts sur une monnaie déflationniste a effectivement beaucoup d'atouts à long terme. Donc, on a créé BeSave qui permet de payer nos souscripteurs des intérêts sur une base journalière. Excellent. Donc du coup, c'est une sorte de wallet et le fait de garder son argent dedans nous offre une rémunération journalière. Quel niveau de rémunération peut-on attendre de Alors, BeSave? on est sur des niveaux de rémunération qui sont bien supérieurs au livret A, à titre de comparaison. C'est vrai qu'on vit dans un environnement économique ou macroéconomique où les taux d'intérêt sont négatifs en Europe, ce qui pousse les taux de savings très très bas. Donc, par exemple, le livret A, il y a 5-6 ans, était à 3-4%. Aujourd'hui, on est à 0,5%. Donc, l'intérêt de mettre son argent dans un livret A aujourd'hui est assez limité. À la différence d'un compte savings chez BeSave sur du Bitcoin, où on est capable de générer du 2,55% annuel pour le moment, où les intérêts sont payés chaque jour. Excellent. Donc on a bien compris, c'est extrêmement simple. On place son argent dans le wallet BeSave et on est automatiquement rémunéré. Mais donc si d'un point de vue utilisateur, ça paraît très simple, en back-office, qu'est-ce qui se passe? Comment vous arrivez à réaliser un tel exploit? Et C'est est-il vraiment garanti? Est-ce qu'il y a des risques de perdre son argent? c'est une très bonne question. Il y a des différences notables entre un compte épargne classique et un compte épargne Bitcoin. Euh, Dans un compte épargne classique, donc l'argent est placé dans un livret A et la banque utilise cet argent pour acheter ce qu'on appelle des bonds, donc des obligations, en règle générale à court terme,
qui permettent de générer des intérêts et qui sont reversés une fois par an à l'utilisateur. Ça, c'est dans le cadre classique du livret A. Pour notre part, on utilise le système de ce qu'on appelle le margin lending. Alors, qu'est-ce que le margin lending? Le margin lending, c'est qu'on va prêter les bitcoins de nos utilisateurs à des margin traders qui, en l'échange de cet emprunt pour pouvoir leverager leur position, vont payer un taux d'intérêt aux prêteurs. Alors, ça peut sembler compliqué comme ça l'est. Ça l'est un petit peu, du moins pour des personnes non initiées, on va dire, d'un point de vue financier. Et c'est pour ça qu'on a créé BeSave. BeSave est extrêmement simple d'utilisation. On dépose son argent et à la fin des 24 heures, on touche ses intérêts. Donc, quelque part, on a coupé l'apprentissage financier et on voulait vraiment proposer un produit simple d'utilisation. Maintenant, en termes de risque, quand on fait un prêt à quelqu'un, il y a différents types de risques. Il y a le risque de défaut et le risque de contrepartie. Ce sont les deux principaux, et évidemment les risques systémiques qui peuvent également arriver. Dans le cadre du margin lending, le risque de défaut est quasi nul. Pour la simple et bonne raison qu'un trader, quand il va emprunter ses bitcoins pour rentrer dans une position, il va y avoir un prix à partir duquel sa position va être automatiquement liquidée et l'argent retourné au prêteur. Donc ce système, entre guillemets, algorithmique, permet que le prêteur soit tout le temps remboursé, peu importe la volatilité du marché. Donc, ça a un certain intérêt, et c'est pour ça qu'on appelle ça un savings account, dans la mesure où le défaut sur le prêt qui est effectué est proche de zéro. Maintenant, il y a d'autres risques. Et évidemment, on ne peut pas considérer qu'il n'y en a aucun, pour la simple et bonne raison que le Bitcoin est un produit risqué. On ne peut jamais assez le dire, c'est une technologie jeune, c'est un écosystème nouveau qui est en phase de maturation, et par conséquent, beaucoup de risques inhérents au Bitcoin subsistent, malgré tout, comme le risque de contrepartie. Dans le cadre d'un hacking, dans le cadre d'une fermeture de site, dans le cadre de ce genre de risque potentiel. Alors on parle bien de hacking des plateformes partenaires de margin lending. Exactement. Donc pour l'audience, il y a effectivement eu un événement au début le mois dernier, oui. Début du mois dernier. Le hacking de la plateforme Bitfinex de 70 millions de dollars. C'est le deuxième plus gros hacking dans le Bitcoin depuis l'existence du Bitcoin. Donc c'était vraiment un événement majeur, inattendu, systémique, pour la simple et bonne raison que Bitfinex était et est toujours, d'une quelque façon, la plateforme avec le plus de liquidité dans la monnaie du dollar. Ça veut dire que c'était là-bas où se tradait le plus grand nombre de bitcoins sur une base journalière. Donc c'était la plateforme numéro 1 dans le dollar. Et à ce niveau-là, c'était une plateforme qui avait la confiance des utilisateurs, dans la mesure où c'est une plateforme qui n'a cessé de s'améliorer dans le temps, qui n'a pas subi de problèmes majeurs, si ce n'est des problèmes, entre guillemets, que peut rencontrer n'importe quel site ou exchange de trading. Et effectivement, cet événement que l'on a connu le mois dernier a un peu chamboulé l'écosystème et voilà. Je pourrais continuer. Je pourrais continuer à longuement. On pourrait commenter longuement, mais le point très important que j'aimerais souligner à ce niveau-là, c'est que il y a 3 ans de ça, un événement similaire a eu lieu sur la plateforme MTGOX. Cette plateforme-là a donc fermé ses portes. Les clients ont perdu tout leur argent. Et il y a toujours des procès en cours.
L'événement que l'on a connu la semaine dernière s'est beaucoup mieux déroulé dans la mesure où, certes, il y a eu une perte client, mais le haircut est aujourd'hui limité à 17%. Donc, au vu de l'événement systémique qu'il y a eu lieu de la perte de 70 millions de dollars, un haircut de 17% est un moindre mal, à mon sens, du moins. Oui, enfin, faut rappeler le haircut, c'est que la plupart des utilisateurs ont été remboursés avec un certain cut de 17%. Exactement. Pour être très précis, c'était un cut de 36% plus une somme en token, de BFX token, qui aujourd'hui trade à 0,55. Donc, en faisant le calcul rapide, on arrive aujourd'hui à 17% de haircut. La plateforme est repartie en ligne une semaine après et elle a remboursé une première tranche de 1,18% la semaine dernière à tous les détenteurs de BFX token. Donc, on est clairement, malgré la similarité, on va dire, et la gravité de ces événements-là, on est aujourd'hui en mesure de trouver des solutions pour pouvoir dédommager les users, etc. Et ça, malgré tout, c'est un bon signe pour l'écosystème et l'économie Bitcoin, à mon sens. Très bien. En tout cas, on aura bien retenu que BeSave est un service extrêmement simple, avec des garanties qui ne sont pas à 100%, mais qui restent très fortes, au-delà d'événements exceptionnels, comme tu as pu le commenter sur le hack de Bitfinex. Alors, BeSave, on a parlé du premier produit financier que vous avez créé, qui est un compte rémunéré. Est-ce qu'il y a d'autres produits en préparation? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, peut-être un petit mot déjà sur nous, ce que l'on souhaite, c'est associer des produits sophistiqués à la simplicité d'utilisation. Donc, c'est assez ambitieux dans ce sens-là, comme pour le compte rémunéré, où l'utilisation est extrêmement simple, et en background, effectivement, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a du pré-algorithmique. L'idée, c'était de continuer dans cette voie et de proposer des produits utiles que les gens ont envie d'utiliser et simples à utiliser. Alors, on a, si tu veux, déterminé 3 types d'utilisation du Bitcoin aujourd'hui. La première utilisation, c'est le fait d'acheter du Bitcoin et de dire c'est un investissement long terme. Donc, il y a énormément de personnes dans ce cas-là. Et le compte rémunéré est fabuleux pour ces personnes-là parce que cet argent d'or n'est pas utilisé et par conséquent peut rapporter des intérêts sur une base journalière. Donc ça, c'est la chose numéro 1 qu'on a ciblée. La deuxième cible, c'est les personnes qui ne veulent pas forcément être exposées à la volatilité du marché. Alors, je te donne un exemple, Vidal. Moi, je suis quelqu'un d'actif sur le milieu du Bitcoin. Je surveille le marché tous les jours et je pars 2 semaines en vacances. Je n'ai pas envie de gâcher mes vacances à regarder le Bitcoin tous les jours et je n'ai pas Internet de toutes les façons. Donc, y a-t-il un moyen facile aujourd'hui de pouvoir hedger ces Bitcoins? Eh bien, c'est l'idée de notre deuxième produit. Notre deuxième produit qu'on a appelé le Bitcoin Defender, ou si pour les initiés, un hedging account, permet en 2 clics de déposer des Bitcoins dans un compte et de hedger cette somme en Bitcoin dans l'équivalent de la monnaie que l'on souhaite. Exemple, j'ai un Bitcoin que je dépose dans mon Bitcoin Defender. Un Bitcoin vaut 500 $. Je peux revenir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Je vais toujours pouvoir récupérer l'équivalent de ces 500 $ là en Bitcoin. Donc, en vérité, c'est un produit extrêmement simple d'utilisation pour pouvoir ne pas être exposé à la volatilité du Bitcoin. Donc, ça a une certaine utilité, que ce soit pour des gens qui ont des factures à payer à la fin du mois et qui ne veulent pas être exposés. Il y a le nombre de possibilités, le nombre de cas est assez grand. Donc, toujours dans le même but de simplifier la vie des utilisateurs Bitcoin, on a créé ça. Et si tu veux, si tu compares les 2 processus, à savoir déposer dans un compte hedging qui prend en tout et pour tout 2 clics, ou bien pour un non-initié de prendre ses Bitcoins,
de les envoyer dans un exchange, de regarder le carnet d'ordre, de placer des ordres, d'essayer de vendre la totalité de la position, de récupérer un montant en dollars. Quand on n'a plus envie, il faut retourner sur l'exchange, replacer un ordre en dollars, récupérer, le D'accord. renvoyer. Tu On a vois? bien compris. On gagne beaucoup de temps et beaucoup de Donc, si tu simplicité. veux, il y a voilà, il y a un gain de temps et un gain de simplicité. Et donc, maintenant, j'arrive à mon troisième produit, qui est le troisième intérêt des utilisateurs Bitcoin aujourd'hui, à mon sens. On a vu que le Bitcoin, ça a été un véhicule d'investissement fabuleux en termes de rendement. C'est un produit qui a fait 500% en 5 ans. Donc, c'est extrêmement valuable dans ce sens-là. Donc, il y a clairement un intérêt pour spéculer sur le Bitcoin et donc de trader et même de trader avec levier. Donc, le troisième produit de la gamme BeSave, c'est effectivement une plateforme de margin trading. Sauf qu'une plateforme de margin trading, aujourd'hui, il y en a déjà sur le marché. Et nous, on a vraiment pris le contre-pied des plateformes existantes, à savoir de proposer une plateforme de margin extrêmement simple, encore une fois, d'utilisation. Le UI parlera par rapport à d'autres plateformes. Mais vraiment, l'idée, voilà, c'était de proposer des produits simples, à la fois de trading, à la fois de hedging, à la fois de savings, et donc par conséquent, toute une palette de produits financiers autour de la monnaie digitale et en particulier du Bitcoin. D'accord, très bien reçu. Et du coup, quand je vois la richesse de ces produits, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est comment BeSave va participer à l'adoption du Bitcoin? Alors, Est-ce qu'il y a un produit qui c'est, pourrait aider en cela, à notre produit? alors déjà, notre but à nous, c'est effectivement de faciliter l'adoption du Bitcoin. Comme j'ai pu le dire, nos produits sont simples à utiliser. Et c'est vraiment le truc qui revient assez souvent de nos utilisateurs, c'est que le produit est tellement simple, tellement facile à utiliser, que les gens aiment, que les gens reviennent. Et je pense que dans ce sens-là, en termes d'adoption, on a fait un premier pas dans ce sens-là. Et c'est vrai on a vraiment effacé tout ce qui est langage technique, blockchain, etc. On est vraiment resté à l'essentiel. Et je pense que nos produits permettent, ou du moins facilitent, l'adoption du Bitcoin. Maintenant, il nous manque un élément extrêmement important pour vraiment pouvoir démocratiser le Bitcoin, c'est l'achat de Bitcoin par carte bleue au sein du site BeSave. C'est un projet en cours. Il n'y a pas de date pour le moment. C'est extrêmement compliqué de trouver des processeurs de paiement qui travaillent avec des sociétés Bitcoin pour la simple et bonne raison que le risque de chargeback est assez élevé. Mais voilà, on travaille dans ce sens-là pour faciliter l'adoption du Bitcoin. Très bien. Et notre question que j'ai en regard de la richesse des produits financiers que tu offres, c'est comment penses-tu que des startups comme la tienne peuvent disrupter des banques? Après tout, tu leur permets de manipuler de la monnaie, d'avoir des comptes épargne et bien d'autres services financiers. Donc, dans quelle mesure penses-tu pouvoir être capable de disrupter des banques? Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le Bitcoin va renverser les banques. Je pense que les banques vont continuer à exister pour encore très très longtemps. Je pense également plus que la technologie blockchain et dans son ensemble, les assets blockchain vont grossir dans un milieu entre guillemets parallèle. Et moi, à titre personnel, je vois plus les assets blockchain comme euh, un véhicule d'investissement. Ça veut dire, je ne pense pas qu'un jour, ça va pouvoir remplacer les personnes qui vont vouloir acheter une baguette de pain en bas de chez eux. Il y en a qui le pensent. Moi, personnellement, ce n'est pas mon parti pris. Par contre, je pense qu'en termes de véhicules d'investissement, ce sont des produits extraordinaires et de permettre à ces produits d'investissement de pouvoir gagner des intérêts
leverager des trades ou bien de hedger dans sa monnaie locale, je pense que c'est des services très utiles pour ces produits financiers-là. Très bien, d'accord. À présent, j'aimerais qu'on échange sur la société BeSave en tant que société Bitcoin pour que tu partages un peu cette expérience qui n'est pas encore si commune. Alors, quand on crée une société Bitcoin, on a tendance à choisir un pays où la réglementation est favorable. Et BeSave est domicilié au Royaume-Uni, en UK. Ouais. Pourquoi ce choix? Euh, Alors, pourquoi ce choix? En vérité, effectivement, le problème s'est posé, mais la solution a été assez rapide. Premièrement, Londres est un hub fintech. Et la réglementation, du moins l'orientation de la réglementation au UK, nous semblait extrêmement favorable au développement du blockchain et des monnaies digitales. Et on s'est posé la question suivante, on s'est dit, en tant que startup Bitcoin, il y a une barrière à l'entrée en termes de connaissance du produit et ça, c'est des barrières à l'entrée, mais qui existent. Mais la deuxième barrière à l'entrée qui peut à peu près tout changer, c'est le jour où il y aura une licence nécessaire à la manipulation de Bitcoin ou de blockchain assets. Le jour où cette licence-là sera sur le marché, obtenir cette licence permet de effectivement avoir un certain label, avoir une certaine crédibilité, qui permet une barrière à l'entrée et par voie de conséquence de valoriser la boîte de façon plus importante. Et de notre analyse du marché, il semblait qu'en Europe, le UK allait être le premier pays qui allait émettre une licence. Donc c'est la raison pour laquelle on a basé notre headquarter là-bas. Très bien. Mais du coup, avec l'actualité récente et le Brexit, enfin, c'est peut-être trop tôt pour se prononcer, mais est-ce que ça change quelque chose pour vous? À ma connaissance, non. Je ne suis pas juriste ni légal, mais à ma connaissance, non, dans la mesure où j'ai un certain nombre d'amis qui travaillent à Londres. Bon, on les a pas mis dehors, du moins pas encore. Oui. Du moins pas encore. Donc, je pense que le Brexit pose un certain nombre de problèmes beaucoup plus concrets que la législation blockchain. Donc, à mon sens, l'impact est très limité à ce niveau-là. En tout cas, c'est tant mieux pour vous. Ouais. Et une autre question que je veux aborder, c'est que, enfin, en tout cas, il se dit qu'il est très difficile pour une start-up de l'univers Bitcoin d'ouvrir un compte bancaire. Est-ce que tu as une expérience dessus à partager sur cette question? Je te le confirme, je n'ai pas l'expérience. Alors, déjà, il faut savoir dissocier trois choses. Déjà, en 2016, ouvrir un compte bancaire tout court, c'est devenu difficile. Donc, Bitcoin ou pas Bitcoin. Donc, déjà, ça pose un certain problème. Deuxièmement, BeSave a ouvert un compte bancaire. On n'a pas eu spécialement dans une grande banque anglaise. Bon, je tairai le nom, mais que tout le monde devine. On a effectivement, le process est long. Ça a mis 6 mois. Mais on a réussi à l'ouvrir. Maintenant, il y a un troisième cas qui est effectivement beaucoup plus compliqué. C'est le cas du compte bancaire qui reçoit l'argent de clients. Donc, ce cas-là, effectivement, on n'est pas passé par là. Nous, on a un compte bancaire corporate pour les dépenses quotidiennes de la compagnie. Le cadre du compte corporate qui reçoit de l'argent des clients, comme des transferts bancaires, etc., je pense que c'est effectivement très, très compliqué pour une société Bitcoin d'ouvrir. Et à mon avis et à mon sens, c'est une des barrières à l'entrée extrêmement importantes pour ouvrir un exchange Bitcoin en 2016. Parce que si on n'a pas de compte bancaire, par définition, on ne peut pas ouvrir d'exchange.
D'accord, très bien, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas forcément concerné par ces dernières difficultés parce que vous recevez des déposits en Bitcoin et pas en monnaie locale sur des comptes Ex- bancaires. Exactement. D'accord. En tant que société Bitcoin, j'aimerais aussi parler de la relation avec des investisseurs. Puis donc, tu as été amené à pitcher devant de nombreux investisseurs. Quel regard ont-ils sur le Bitcoin en 2016? Est-ce qu'ils comprennent vraiment cette révolution? Alors, c'est très difficile. Il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui connaissent le blockchain et le Bitcoin, donc la phase d'éducation est, on va dire, nulle, et ceux qui sont curieux, euh, veulent apprendre, euh, essayent de comprendre, mais ont un peu plus de mal. C'est vrai que parce que la technologie est jeune. Et face à ces investisseurs-là, il faut passer par une phase d'éducation et d'apprentissage qui peut s'avérer assez longue. Donc, en vérité, pour lever de l'argent, le mieux, c'est de s'adresser à des investisseurs avertis, à la mesure où ils connaissent le secteur, ils ont éventuellement déjà investi dans une société Bitcoin euh, et connaissent bien leur sujet. C'est préférable. Très bien. Sur toujours le thème de la levée de fonds, BSave a levé récemment une somme conséquente sur une plateforme de crowdfunding. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience? Alors, c'était une expérience, c'était la première expérience de ce type pour moi personnellement. C'était extrêmement intéressant et enrichissant à faire dans la mesure où le pitch est online. Tous les investisseurs peuvent poser des questions sur les forums, on répond, il y a de l'échange. C'est différent que du classique Kickstarter dans la mesure où là, on est vraiment face à des investisseurs avertis et professionnels qui connaissent leur secteur et en particulier le blockchain et le Bitcoin. Donc, les discussions sont assez poussées et très intéressantes et on est vraiment challengé en fait en tant que startup. On est réellement challengé à tous les niveaux. Et finalement, ce process-là, euh, te permet d'apprendre également sur ta propre société et comment elle est vue de l'extérieur. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment que du positif. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler les montants la Bien plateforme? sûr. Alors, on a clôturé notre seed stage à 515 000 dollars. Et là, on est en processus de levée pour une série A. Donc, on s'adresserait plus à des profils type VC pour cette levée de fonds, pour la prochaine levée de fonds. Très bien. Et si pour la série A, tu as un message à faire passer aux investisseurs qui peuvent nous écouter? Euh, Bien sûr. Alors, donc nous sommes effectivement en processus de levée pour la série A pour principalement pouvoir lancer nos deux nouveaux produits qui est le Hedging Account et la plateforme de margin. Euh, J'invite tous les investisseurs à me contacter. Nous avons une présentation et je serai ravi de pitcher Bien sûr. BSafe de façon. Bien sûr. Et sûrement partager les chiffres assez fabuleux de croissance et de traction Oui, du eff- marché, hein. effectivement, c'est assez positif en termes de traction. On a lancé le produit le 24 janvier 2015, donc ça fait à peu près 6-7 mois. Nous avons aujourd'hui plus de 15 000 utilisateurs. On a processé environ 20 000 transactions clients. On a un turnover sur la plateforme depuis qu'on a démarré de 4,5 millions de dollars. Euh, et on a un taux de sign-up d'à peu près 200 clients jour, D'accord. donc 6 000 clients par mois. Donc, Effectivement, c'est assez impressionnant. Je pense même en vocabulaire de Lean Startup, on peut dire qu'il y a un très bon product market fit, c'est-à-dire que vous amenez un produit qui correspond à la demande du marché au moment où vous l'avez lancé.
Très bien. En tous les cas, je pense que les investisseurs ont, ont reçu le message. Pour continuer, j'aimerais que tu me donnes ta vision sur le marché du Bitcoin dans les 5 prochaines années. Comment tu vois ce marché évoluer? Est-ce qu'il y a des altcoins qui peuvent potentiellement prendre le dessus ou pas forcément? Le Bitcoin a vraiment beaucoup d'avance. Pour moi, le Bitcoin a une avance trop importante pour les autres altcoins pour que le Bitcoin puisse être rattrapé. Et je m'explique. Aujourd'hui, ce qui fait la valeur de l'écosystème Bitcoin ou du Bitcoin blockchain, c'est deux choses. C'est son écosystème. C'est le 1,2 milliard de dollars investis dans les startups Bitcoin qui donne cette valeur à l'écosystème. Ça, c'est un. Et deux, c'est bien évidemment le hash rate, donc la sécurité du blockchain Bitcoin, qui culmine aujourd'hui à son plus haut euh, à ce jour. Donc, l'investissement en termes des miners, elle a été faramineuse pendant ces 5 prochaines années. Donc, à mon sens, ces deux raisons-là font du Bitcoin la monnaie de référence en termes de monnaie digitale pour au moins les 10 prochaines années. Euh, Maintenant, pour le futur, ce qui va se passer dans le futur, en tant que CEO d'une startup Bitcoin, et comme tous les CEO de startup Bitcoin, on est quelque part attaché à la valeur du Bitcoin, dans la mesure où notre marché ne peut s'étendre que si la market cap du Bitcoin s'étend également. Si aujourd'hui on a à peu près un marché de 10 milliards de dollars, si demain ce marché-là passe à 100 milliards de dollars, effectivement, en termes de business, on est sur du 10 fois. Donc en termes de revenus également. Donc quelqu'un qui a investi dans une startup Bitcoin, c'est quelqu'un qui croit dans le Bitcoin. Déjà, ça c'est numéro un. Numéro 2, effectivement, donc le Bitcoin dans 5 ans, c'est à mon sens une market cap beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. C'est une démocratisation du Bitcoin dans les pays d'Amérique du Sud, mais également dans les pays développés, en Europe, aux États-Unis. Euh, et c'est malgré tout ce qu'on peut dire, les problèmes de block size, etc., c'est également, et ça restera la monnaie numéro un, parce que c'est good enough. Ça veut dire qu'il y a des altcoins sans doute plus rapides, sans doute meilleurs, sans doute avec plus de features, mais le Bitcoin est, moi ce que je dis, good enough pour, euh, pour aujourd'hui. Merci pour ces éclairages. Et du coup, en tant que CEO de Startup Bitcoin, quelle vision as-tu sur l'effervescence qu'on constate aujourd'hui autour de la technologie blockchain en général, enfin hors du Bitcoin? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Le blockchain, effectivement, il y a une énorme effervescence au niveau du blockchain. J'ai été amené à pitcher Engie en France, j'ai été amené à pitcher Société Générale, euh, Morgan Stanley également. Donc, et, et si tu veux, j'ai toujours eu à peu près le même sentiment, à savoir que ils veulent apprendre, ils veulent comprendre, et ils sentent qu'il y a quelque chose, ils sentent qu'il y a quelque chose. Je ne pense pas que la compréhension soit totale, euh, entre nous soit dit. Euh, et je pense qu'il y a aussi une mauvaise conception du blockchain dans la mesure où des gens, où la plupart des gens pensent qu'il est possible de dissocier le blockchain du Bitcoin. Euh, Aujourd'hui, la valeur du Bitcoin, c'est son ouverture, c'est le fait que ce soit un protocole ouvert et, et c'est sa sécurité. Et le seul protocole blockchain sécurisé aujourd'hui, c'est le protocole Bitcoin. Donc on ne peut pas dissocier ça. Et pour ce qui est des blockchains privés, qui auront certainement leur utilité dans le futur, ça reste pour moi beaucoup moins intéressant technologiquement
et pour la révolution des 20 prochaines années qu'un blockchain ouvert, au même titre qu'un intranet et que l'Internet. Très bien reçu. Alors Jonathan, malheureusement, notre interview approche à sa fin. Et pour conclure, j'aimerais que nous donnes quelques conseils, et surtout des conseils pour des startups qui voudraient se lancer dans cet univers. Alors c'est très important de préciser, c'est un univers extrêmement challenging. Et pour différentes raisons. La raison numéro un, c'est qu'on touche à l'argent des gens. Donc, c'est un souci de sécurité, c'est un souci de tous les instants. La deuxième raison, c'est que c'est un marché qui tourne H24, 365 jours par an. Donc, il faut être extrêmement réactif dans toutes les situations possibles. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, il faut une âme d'entrepreneur. Ça, c'est pour moi numéro un, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et numéro deux, adorer ce qu'on fait. C'est être passionné. C'est le plus important. Si on est passionné, on a de grandes chances de réussir. On pourra aller très loin. Et ben, en tous les cas, merci beaucoup, Jonathan. À très bientôt et nous ne manquerons pas de suivre ton actualité. Merci, Vidal.